Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce webinaire Stoic sur le sujet MDR et Email Security, bilan cyber 2025 de Stoic Protect. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors, parfait. On va attendre 11h01, le temps que tout le monde se connecte, pourquoi pas. Très belle année 2026 également. On est le 20 janvier, je crois que c'est encore réglementaire de le dire. Alors, on va pouvoir commencer. Il est 11h01. Je vois que tout le monde est connecté. Petite introduction aujourd'hui. Donc, qui nous sommes? Agathe de la Laurencie, donc c'est moi-même, directrice du service assuré. Je m'occupe chez Stoic de toute la partie notamment prévention et déploiement des outils de cybersécurité qui soient inclus dans le contrat d'assurance ou qu'ils soient payants, les services managés auprès de notre portefeuille d'assurés, donc un peu plus de 11 000 entreprises en Europe aujourd'hui. Et Théo, qui va me rejoindre dans un instant, qui est ingénieur du CERT et qui gère au quotidien des cyberattaques auprès de nos assurés, qui va pouvoir nous donner une touche un peu plus concrète et retour d'expérience sur les cyberattaques vécues en 2025. Juste avant de commencer et pour bien cerner mon audience, je vous propose de répondre à ce petit sondage qui va me permettre d'adapter, va nous permettre d'adapter notre discours en fonction de l'auditoire. Est-ce que vous êtes déjà des experts en cyber? Est-ce qu'on va devoir vous mettre un peu plus de pédagogie dans la présentation? Je vous laisse nous dire. Alors, je vois qu'il y a une majorité soit de responsables informatiques, soit d'experts cyber pour l'instant, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est l'objet de la présentation. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On va pouvoir donner une teinte un peu plus technique à cet appel. Agenda de la présentation, très simplement. Tout d'abord, rappel, votre assurance cyber Stoic, parce que Stoic, c'est avant tout une assurance en cybersécurité. On reprend les bases à chaque fois. Et ensuite, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet en faisant le point sur les cyberattaques en 2025, avant d'aller un peu plus en profondeur dans les plus grosses cyberattaques sur lesquelles nous souhaitons nous focaliser, à savoir la cyberfraude et le ransomware. Et enfin, on gardera un temps d'échange à la fin. Alors, petit rappel sur Stoic, assurance en cybersécurité. Qu'est-ce que c'est être client Stoic aujourd'hui? Être client chez Stoic, vous le savez, c'est être assuré chez le seul assureur européen qui couple son offre d'assurance cyber à des outils de cybersécurité. Donc, le modèle, la plupart d'entre vous, vous le connaissez plutôt bien. C'est un modèle qui est basé sur 4 piliers. D'abord, les outils de prévention qui sont inclus dans votre contrat, qui permettent de réduire la probabilité d'être victime d'une cyberattaque. Des outils de détection, MDR, Email Security, dont on va reparler plus tard, qui permettent de détecter les activités suspectes en temps réel au sein du système informatique, de vous en tant qu'assuré. Troisièmement, l'équipe qu'on ne présente plus, le CERT, avec la gestion internalisée des sinistres en 24/7, qui est vraiment à votre chevet en cas de cyberattaque. Et enfin, une couverture d'assurance spécialisée en cyber, avec des garanties claires et complètes pour couvrir vos dommages subis ou causés. Voilà. Alors, comme l'objectif de la séance aujourd'hui, c'est vraiment de revenir sur comment Stoic, en 2025, a pu déjouer des cyberattaques sur son portefeuille d'assurés grâce aux outils de prévention et de détection. On va principalement se focaliser sur les points 1 et 2, prévenir et détecter. Mais juste avant, encore une fois, on reprend les bases. Les 2 équipes que vous devez avoir en tête chez Stoic en tant qu'assuré, c'est notre équipe de consultants cyber d'une part, donc celle qui gère Stoic Protect et qui va vous permettre de développer, de
déployer les outils de cybersécurité sur votre système informatique. Vous connaissez en France Emma, Andrea. On a depuis peu recruté 3 autres personnes, Élie, Pierre et Dora, qui vont venir étoffer l'équipe et vous apporter un service encore plus réactif. Donc l'adresse mail, vous la connaissez, protect@stoic.io. La deuxième équipe que vous devez également avoir en tête dans le cadre de votre contrat d'assurance, c'est évidemment l'équipe CERT avec le numéro d'urgence que je vous invite à noter. L'équipe CERT, elle est dépêchable en 24/7. Elle permet d'intervenir sur place si besoin pour gérer les cyberattaques. C'est une équipe qui est internalisée chez Stoic et extrêmement réactive. J'insiste là-dessus, le plus vite vous notifiez une cyberattaque à notre équipe de réponse à incident, le moins dommageable sera la cyberattaque parce qu'on pourra réagir beaucoup plus vite. Voilà, c'est un petit récapitulatif sur le contrat d'assurance et les éléments clés. Je rappelle également, même si jamais ils ne sont pas présentés ici, que votre courtier est évidemment au cœur de la relation entre nous, Stoic Assureurs, et vous, assurés. Si jamais vous avez des questions précises sur votre contrat d'assurance, c'est bien votre courtier vers lequel vous devez vous diriger. Concluons cette rapide introduction avec les 2 informations clés. Prenez un moment pour bien noter les 2 contacts. Voilà, on n'insistera jamais assez. Sur les demandes non urgentes, soit le chatbot, soit l'adresse mail protect@stoic.io. Et pour les demandes urgentes, donc cyberattaques suspectées ou avérées, le numéro d'urgence de notre CERT. Petite précision, qui doit avoir ce numéro? Les dirigeants de l'entreprise, évidemment, et le service informatique, parce que c'est le service le plus compétent pour appeler et discuter, évidemment, avec notre équipe CERT. Si jamais il n'y a pas de questions à la suite de ce petit préambule et ce rappel que certains d'entre vous connaissent déjà, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec Théo, qui prend la main pour nous raconter un bilan des cyberattaques en 2025. Exactement, un bilan des cyberattaques et aussi pour revenir sur le fait, tu soulignais un point très important, c'est de contacter le CERT quand c'est suspecté ou avéré. Le terme suspecté est très important parce que parfois les assurés attendent le dernier moment. Globalement, au niveau des cyberattaques, on peut déjà reprendre par la fréquence des sinistres. On remarque une fréquence des sinistres qui a un peu évolué entre 2023 et 2024, mais qui a drastiquement d'ailleurs évolué entre 2024 et 2025. Globalement, ça s'explique par plusieurs points. Déjà, la menace s'est quand même beaucoup intensifiée, dans le sens aussi beaucoup automatisée. On a beaucoup d'incidents liés à des automatismes de masse qui vont taper partout sur Internet par beaucoup de groupes. Également, la détection s'est améliorée, puisqu'au final, pour avoir un incident, détecter un incident, il faut remarquer qu'il est présent. Et c'est notamment, par exemple, avec le produit managé de Stoic, donc MDR, où on installe de l'EDR chez nos assurés, et on en reparlera un peu plus tard. Dans certains moments, c'est aussi la détection de nos EDR qui aurait pu passer inaperçue, mais derrière, comme on identifie le problème, on va lever un sinistre, on va investiguer, on va faire toute la remédiation qu'il y a derrière. Donc, deuxième point de détection, l'amélioration de la détection, pardon. Et également, un point très important, c'est la méthode de signalement qui a changé, dans le sens signalement de nos assurés auprès de Stoic. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'assurés qui vont justement non pas attendre le fait qu'il y ait directement le sinistre qui soit constaté pour nous appeler, qui vont le faire dès lors qu'il est suspecté. Ce qui peut mener, donc, de notre côté, à la création d'un sinistre, on investigue et à la fin, j'ai envie de dire, tout le monde est très content parce que voilà, c'était une fausse alerte. Mais ça a quand même fait l'objet d'une déclaration de sinistre de notre côté, même si derrière, il n'y a pas réellement un sinistre. Donc ça, c'est aussi un point à prendre en compte. Et sur ce troisième point, c'est loin d'être une mauvaise chose puisque c'est finalement ce qu'on veut, prévenir et lever le doute, ben voilà, quitte à se dire à la fin qu'il n'y avait pas de sinistre et que tout peut reprendre normalement. Ça, voilà, c'est ce qui explique un peu finalement ce x2 en un an entre 2024 et 2025. Derrière, on peut s'intéresser, ça c'est toujours des chiffres qui sont en cours de consolidation, donc on va être sur des pourcentages qui peuvent encore un peu bouger, mais globalement, c'est un peu l'ordre d'idée. Ça, c'est la répartition des sinistres qu'on a gérés chez Stoic en 2025. On a géré un peu plus de 700 incidents cyber, donc là, c'est vraiment des chiffres Europe que je vous partage. Ce n'est pas centré à la France, mais en France, on remarque
la même tendance. On remarque que c'est vraiment du coup la compromission de messagerie et la fraude qui se distinguent en nombre de, dans cette distribution, et à savoir que là, la compromission de messagerie, et ça pareil, on l'approfondira plus tard, peut amener à des fraudes. Heu, on peut utiliser un email compromis et faire une tentative de fraude, comme ça c'est un email interne, on a beaucoup plus confiance finalement. Il y a un autre événement, et que parmi tous les autres événements dans ces pourcentages que je vais citer, c'est le rançongiciel, que tout le monde connaît sous le nom aussi de ransomware, où un groupe d'attaquants va chiffrer l'ensemble de l'entreprise finalement, et on remarque ce 6,1%. Pourquoi je m'attarde à ce 6,1% finalement par rapport à tous les autres, événements cyber que j'aurais pu, détailler? Il s'explique sur l'impact financier, en fait, par typologie de sinistre. On voit que finalement, même si le rançongiciel était à 6,1%, il prend derrière une part quasiment, majoritaire sur l'impact financier sur l'entreprise, et suivi de peu derrière par la fraude. Donc c'est là qu'on voit que c'est et c'est bien pour ça que j'ai insisté sur ces événements-là précisément, c'est des événements qui ont des impacts lourds, et donc c'est pour ça que, côté Stoic, on a mis beaucoup d'éléments en place pour éviter qu'ils n'arrivent et les détecter. Globalement, ce qu'il faut aussi retenir, hein, c'est que le ransomware, heu, on en parle beaucoup, de son impact financier, là, dans cette slide, mais c'est également des incidents qui sont coûteux sur le plan humain. On va mobiliser beaucoup d'équipes pendant des longues périodes, qui vont faire des grosses heures, donc voilà, c'est des éléments qui peuvent fatiguer, les équipes, et donc voilà, ça amène en fait les 2 gros axes de cette présentation, c'est-à-dire comment on peut éviter la fraude. Et aussi, on va repréciser un peu qu'est-ce qu'est la fraude, et le deuxième point, c'est, pareil, comment on peut éviter le ransomware, comment le détecter le ransomware, comment lutter contre le ransomware finalement, comment on va apprendre dans cette discussion comment lutter contre le ransomware et la fraude, les 2 gros événements qui ont un impact majeur. Merci Théo. Donc comme tu disais, Stoic, aujourd'hui, on capitalise sur 4 ans d'expérience de réponse à incidents, et surtout, une année 2025 riche en enseignements, parce que c'est un portefeuille de plus de 10 000 entreprises assurées en Europe, hein, qui est géré. Donc on a une connaissance relativement fine, hein, des cyberattaques les plus dommageables. Comme l'a dit Théo, la cyberfraude par sa fréquence, le ransomware par son intensité. Et donc si je réinsiste là-dessus, il faut bien que vous compreniez que c'est la raison pour laquelle en 2026, l'approche préventive de Stoic va être tournée autour de ces 2 axes principaux, cyberfraude, ransomware. Et chacun de ces axes va s'articuler autour d'une première brique de prévention, avec des outils gratuits inclus dans votre contrat d'assurance, et une deuxième brique de détection plus avancée, plus puissante, avec des services managés payants. Si on reprend un pas de recul, une question légitime qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Stoic accentue autant la prévention, alors que nous, notre premier business, hein, ça reste celui d'un assureur, c'est-à-dire indemniser les entreprises, vous, en cas de perte financière subie à la suite d'une cyberattaque. La raison est assez simple, hein, vous le savez, c'est que notre modèle économique en dépend. Donc, c'est sur ces bases d'une assurance couplée à la prévention qu'on a vocation à construire Stoic comme un acteur de référence de l'assurance cyber. Donc, en concevant un modèle où chacun, vous assurez, nous Stoic, on ne gagne que lorsque votre risque cyber baisse réellement. Ceci étant dit, je vous propose d'avancer directement sur la partie cyberfraude, et Théo qui nous donne un peu plus des éléments concrets sur cette cyberattaque. Exactement. Du coup, dans les fraudes, nous, ce qu'on constate, ça reste quand même l'email qui est la porte d'entrée numéro 1 de la fraude financière. On a quelques fraudes par WhatsApp ou qui sont orchestrées, par SMS, mais ça reste souvent pour des montants qui sont beaucoup plus faibles. Dans le sens aussi où lorsqu'on est typiquement un comptable, on aura plus tendance à croire un changement de RIB qui est fait par email, plutôt qu'un SMS où on reçoit, «Peux-tu changer mon RIB?» Donc c'est pour ça aussi que les emails, hem, sont une grosse source. Il y a aussi 53 des signaux qui sont liés, à une fraude ou à une compromission d'email professionnel. Ça, c'est ce qu'on voyait avant, hein, dans la répartition de nos chiffres. On voyait que ces 2 types d'incidents, ça occupait heu, une grande partie de la distribution des sinistres, et pour finir, hein, si on parle un peu du montant pour que vous puissiez avoir, une idée, on est à quasiment 55 000 € le montant moyen d'un virement frauduleux. Ça, c'est les chiffres du coup sur 2024. Donc on voit que c'est en porte d'entrée, heu,
l'email, derrière, on voit que, c'est des montants qui restent quand même assez élevés. Derrière, en fait, il faut se dire qu'on a différentes typologies de fraude quand on parle de fraude au virement. Hem Et là, ces différents chiffres que je vous affiche, sur la distribution de ces différentes fraudes. La première, c'est il y a 37 qui se fait sans compromission du système de l'assuré. Donc c'est-à-dire, imaginons je suis chez Stoic, c'est par exemple un @gmail.com qui m'envoie une modification de RIB. Moi, en tant que Stoic, je prends la modification et derrière, je vais faire le virement sur ce gmail.com. Là, il n'y a pas eu de compromission, c'est l'attaquant qui a créé un compte de messagerie quelque part et qui a orchestré sa fraude. C'est ce qu'on va appeler de la fraude externe. Le deuxième chiffre, 28,6 c'est le nombre de fois où il y a eu justement une compromission du système de l'assuré. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un compromet le compte d'Agathe, il est sur la messagerie d'Agathe, l'attaquant, et il va m'envoyer un mail. Moi, j'ai les bons réflexes, je vérifie le mail, tout a l'air bon, c'est effectivement l'adresse d'Agathe, donc je fais confiance et je fais le virement. Et donc c'est là aussi qu'on comprend, donc dans ce qu'on appelle un fraude interne, on comprend que c'est important de lutter contre la compromission de la messagerie et la fraude en elle-même, puisque finalement la compromission de messagerie peut être un facilitateur de fraude. Voilà, c'est ces 2 éléments-là contre lesquels on veut lutter. Et la dernière, celle où c'est souvent un peu plus compliqué de lutter à notre échelle, c'est les 34 donc c'est la compromission du système d'un tiers. On a l'habitude de discuter et d'échanger avec notre fournisseur et notre fournisseur se fait compromettre son adresse mail et donc dans la boucle de mail, d'échange un peu, j'ai envie de dire, constant qui est réalisé, l'attaquant va envoyer un RIB qui a été modifié. Et donc, comme c'est là dans la même boucle de mail avec la même adresse email, le virement va être effectué. Voilà, ça c'est les gros axes. Donc si vraiment on prend un peu de recul sur cette slide, les gros axes pour lutter, c'est vraiment la fraude en elle-même, trouver un changement de RIB, mais aussi éviter finalement qu'il y ait cette fraude interne qui soit facilitée lorsqu'il y a un compte de messagerie, qui est compromis. Et ça fait écho en plus avec la question, de monsieur Risson qui nous demandait si en cas de phishing, est-ce qu'on peut appeler, le CERT Stoic? Donc effectivement oui, puisque c'est une suspicion. Et puis si on remonte la chaîne, on peut avoir un phishing qui entraîne une compromission, qui entraîne une fraude. Donc voilà, c'est aussi, pour ça que dans la suspicion, on est aussi là pour investiguer et vous aider. Merci Théo pour ce point. Je vais rebondir maintenant sur comment est-ce que Stoic va développer son approche de prévention et de détection pour lutter contre cette première attaque extrêmement fréquente, donc dommageable par l'accumulation des sinistres que nous avons chez nos assurés en 2025. Le premier outil, c'est évidemment la sensibilisation des collaborateurs, parce que la fraude par un mail bien ficelé est le premier vecteur. L'outil de phishing, vous le connaissez, pour la plupart d'entre vous qui l'utilisez déjà depuis quelques mois, quelques années, bientôt pour les nouveaux assurés du 1er janvier. En 2026, l'outil a été complètement repensé pour vous offrir davantage de fonctionnalités, plus poussées et plus efficaces dans la réalisation des campagnes. Donc, je vais vous partager mon écran rapidement sur la nouvelle version de l'outil de phishing. Pour ceux qui se sont connectés récemment, vous avez vu que non seulement les onglets ici ont changé, mais en plus, le contenu également. Donc, l'outil de base reste inchangé. C'est-à-dire que vous pouvez réaliser des campagnes modulables par type de scénario avec une fréquence choisie auprès de vos collaborateurs. Là où on va innover en 2026 et on va aller plus loin pour davantage sensibiliser les collaborateurs, c'est qu'on va vous permettre de réaliser des campagnes précisément sur des groupes d'employés. Et vous allez pouvoir réaliser ces campagnes simultanément. On a également mis à disposition davantage de chiffres. Donc, si jamais je rentre dedans, je vois que le premier onglet maintenant, c'est un onglet campagne. Donc, vous pouvez créer votre propre campagne ici. Quand je clique dessus, par défaut, une première campagne vous sera toujours proposée. Vous avez les résultats de la campagne et vous avez également les paramètres importants de cette campagne que vous pouvez gérer. Donc, vous pouvez le nommer, par exemple, phishing 2026, choisir les dates de début d'envoi et la date de fin, en choisissant qui va les recevoir. Vous avez la possibilité, deuxièmement, de lister les collaborateurs dans des groupes, si jamais vous souhaitez
viser spécialement une équipe finance avec un modèle particulier, une équipe de développeurs avec un modèle particulier, et ainsi de suite. C'est très important parce que ça vous permet d'être beaucoup plus efficace dans les simulations de phishing, là où les attaquants le sont aussi de plus en plus. Ils arrivent à cibler quel est le poste du collaborateur et en fonction, lui envoyer précisément une demande de virement ou une demande de changement de RIB. Les modèles également, on vous les met maintenant tous à disposition de manière plus précise. Vous voyez que pour une catégorie, par exemple AWS, vous allez avoir plusieurs scénarios. Voilà, et vous allez pouvoir les choisir, les prévisualiser pour regarder ce que vous allez pouvoir soumettre à vos collaborateurs. Les formations sont disponibles toujours une fois que le collaborateur est tombé dans le panneau, donc a effectivement soumis ses identifiants. Certaines ont été rajoutées. Sachez que ce sont des URL publiques, donc si jamais je lance le tutoriel, vous pouvez également partager l'URL en interne, ne serait-ce que pour sensibiliser vos collaborateurs. Voilà, c'est quelque chose qui est faisable. Et enfin, dernier point sur ce nouvel outil de phishing, vous voyez que vous pouvez ajouter plusieurs fournisseurs. Je pense à un certain nombre d'assurés avec lesquels nous avons discuté, qui nous disaient qu'ils avaient plusieurs tenants, Google ou Microsoft, qu'ils ne pouvaient pas synchroniser avec notre ancien outil. C'est désormais possible si vous avez effectué des rachats de filiales, si vous avez besoin d'étendre la simulation à l'ensemble d'un groupe. Aujourd'hui, c'est possible. Voilà, ce nouvel outil de phishing, ça va vraiment être un outil clé en 2026 pour sensibiliser vos collaborateurs. Et je voudrais revenir sur un élément dont je n'ai pas parlé volontairement, c'est la synchronisation manuelle qui était auparavant disponible dans l'outil de phishing au cas où un assuré ne serait pas sur un tenant Microsoft ou Google. Volontairement, je ne l'ai pas présenté parce qu'en fait, nous avons choisi de ne plus maintenir cette méthode de synchronisation chez Stoic, car les résultats étaient trop mauvais et l'expérience assurée dégradée. Ainsi, en offrant un meilleur outil synchronisé uniquement avec Google ou Microsoft, nous alignons avec les autres acteurs de simulation de phishing du marché qui fonctionnent également sur ces bases. Pour ceux qui sont actuellement sur la synchronisation manuelle, sachez qu'elle marche toujours, mais elle ne sera plus maintenue et vous ne pourrez pas modifier le paramétrage. Voilà. Donc, nous avons vraiment vocation à bifurquer vers un outil beaucoup plus puissant. Je vais maintenant aborder un deuxième outil que Stoic utilise pour prévenir la cyberfraude. Ça va être l'analyse des fuites de données qui est disponible notamment dans les résultats du scan externe. Voilà, donc là, je vous en mets une sous les yeux pour qu'on voit de quoi on parle. Cette deuxième brique, elle permet de rebondir sur cette étape qui arrive trop souvent dans la chronologie d'une cyberfraude, à savoir l'exploitation malveillante d'identifiants qui auraient fuité. Donc la fuite peut provenir d'un phishing réussi ou d'une fuite de données plus généralisée. Comment est-ce que Stoic fait ? Stoic, avec des outils IA, va tester un gros volume de fuites de données sur l'ensemble de notre portefeuille assuré. Et ça va nous permettre de répondre finalement coup pour coup à la massification de l'exploitation des fuites de données par les attaquants. Voilà. Nous, l'IA nous permet de répondre à la massification de l'exploitation des fuites de données. Et là, clairement, il s'agit d'un jeu du chat et de la souris entre Stoic et le hacker. Parce que si nous, Stoic, nous trouvons un couple identifiant un mot de passe sur une URL valide, il y a fort à parier qu'un attaquant l'a déjà découvert ou qui va la découvrir sous peu. Donc voilà, concrètement, ce qu'on va vous proposer, c'est par les résultats de notre scan externe, vous signaler si des identifiants mots de passe trouvés dans l'onglet fuite de données sont toujours actifs. Alors, je vais vous arrêter de partager ici. Et je vais passer à la slide suivante pour vous donner un peu plus de détails théoriques sur comment est-ce que concrètement on va tester en masse ces fuites de données. Donc, vous voyez qu'on peut avoir accès chez Stoic à des identifiants clients qui sont divulgués sur le dark web. Ces identifiants clients, ils sont issus de bases de données comme Combolis ou StealerLog. Chez Stoic, on utilise des logiciels comme Hudson Rock ou Flare. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous savez que ce sont des solutions extrêmement puissantes, des solutions éthiques. Et on va automatiquement tester ces identifiants divulgués sur l'URL concernée afin de vérifier leur validité. Si la validité
est confirmée, alors on crée une vulnérabilité élevée dans l'analyse du scan externe Stoic. À ce moment-là, le nom d'utilisateur et l'URL sont affichés sur Stoic Protect, c'est ce que je vous montrais juste avant. On peut également vous partager le mot de passe sur demande express. Et enfin, notre équipe SOC, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le SOC, c'est le Security Operations Center, l'équipe qui est en charge de la gestion des vulnérabilités de notre portefeuille assuré, va vous prévenir pour que proactivement, vous fassiez le nécessaire afin de changer le mot de passe. Parce qu'on considère que c'est une porte d'entrée vraiment béante dans votre système informatique. Et en fonction de la configuration des droits derrière, le hacker pourra être plus ou moins violent dans la réalisation de sa cyberattaque. Ceci étant dit, j'en ai fini avec les outils donc, de prévention inclus dans le contrat d'assurance qui vont nous permettre en 2026 de vraiment lutter contre la cyberfraude au sein de notre portefeuille assuré. Théo, si jamais tu peux prendre le relais sur la partie service manager et la brique détection. Ouais, exactement. Puisque finalement, globalement, et vous verrez qu'on aura à peu près qu'on aura d'ailleurs la même approche quand on va parler du ransomware. C'est, on essaye déjà de protéger, là avec, la fuite, le phishing par la sensibilisation, mais, il faut également alerter lorsque ça arrive. Finalement, c'est un peu comme dans notre maison où on veut une bonne serrure, mais on a également une bonne alarme. Comme ça, si quelqu'un passe la bonne serrure, l'alarme se met en route et on sait qu'on a un cambrioleur chez nous. Dans ce sens-là, on a développé chez Stoic, donc c'est bien un développement interne, hein, un outil qui s'appelle, Email Security et qui permet de vraiment déléguer la détection de la fraude. Déjà, avant même de parler de la partie délégation, je vais juste un peu parler de l'outil et de ce qu'il détecte. Il détecte 2 grands points. Premièrement, un email frauduleux, heu donc quand on dit email frauduleux, c'est vraiment email de, tentative de fraude, voire même d'ici peu, également les tentatives de phishing. Comment il fait ça l'outil? L'outil, récupère les mails, donc se connecte, que ce soit à Microsoft 365 ou à Google, les 2 sont supportés. L'outil va se connecter et analyser l'ensemble des mails qui sont entrants et sortants. Dans ces mails, il va repérer de nombreux indicateurs, statiques. Typiquement, s'il y a des différences entre, l'adresse email et c'était même un exemple que je mettais dans le chat, mais une usurpation d'identité où la personne se fait passer pour quelqu'un d'autre en changeant le from, heu, est-ce qu'il y a des en-têtes qui sont douteuses et cetera? Donc vraiment tout ce qui est statique sur le mail, mais on va également avoir, de la détection fait avec de l'intelligence artificielle, à la fois sur le corps du mail et sur la pièce jointe. Sur le corps du mail, pour repérer un sentiment, par exemple, d'urgence, pour, hem, est-ce que dans le mail, il y a une demande de changement de RIB? Voilà, des demandes de règlement de facture. Donc finalement, voilà, comment le corps du mail est construit et également comment est faite la pièce jointe. Est-ce que c'est un nouveau RIB? Est-ce que c'est un RIB différent des précédents échanges? Finalement, c'est, utiliser l'intelligence artificielle et toutes les données d'historique qu'on a pour identifier si ce mail est, frauduleux ou non. Et si jamais il est frauduleux, on vous alertera, mais ça je laisse ça pour juste après. D'abord, je passe à la deuxième partie de l'outil qui est la compromission de la boîte mail. Parce que comme vous l'aviez compris, hein, sur les chiffres juste avant, c'est que par moment, cette compromission facilite la fraude. Donc on veut, avant même qu'il y ait une tentative de fraude interne, détecter que la boîte mail a été compromise. Et de manière générale aussi, détecter une compromission de boîte mail pour éviter qu'elle soit utilisée pour du phishing, qu'elle porte atteinte à la réputation de l'entreprise. Pour ce volet-là, de compromission des emails professionnels, hem, à nouveau, hein, c'est tout l'outil, c'est Office 365 ou Google Workspace. Donc quand on connecte l'outil, on a vraiment les 2 parties. C'est pas, soit on a l'un, soit on a l'autre. C'est la partie mail frauduleux et la partie compromission et dans cette partie compromission, on va globalement faire des profils sur les utilisateurs, de où ils se connectent, à quelles heures, avec qu'est-ce qu'ils utilisent comme application et détecter, lever des alertes lorsqu'il y a des anomalies de connexion. Est-ce qu'on a un déplacement impossible? La personne était à Paris à 12h05 et à Miami à 12h07. Est-ce que la connexion est réalisée depuis certains VPN qu'on connaît comme, anonymes et qui sont utilisés dans pas mal de fraudes? Donc voilà, c'est vraiment des anomalies sur la connexion en elle-même ou des changements sur le compte. Typiquement, dans beaucoup de compromissions, pour masquer leurs traces,
les attaquants vont créer des règles sur la boîte mail. Par créer des règles, c'est par exemple, tout mail qui vient de telle personne, mets-le directement dans la boîte flux RSS et c'est comme ça que l'attaquant arrive à s'intégrer dans des boucles de mail sans que le collaborateur, soit au courant puisque chaque fois le mail est mis dans flux RSS, une boîte que personne ne va jamais vérifier. Donc voilà, c'est vraiment ces indicateurs-là, il y en a plein, hein. Comme pour la fraude, j'allais pas tout détailler, je voulais juste citer quelques exemples. Mais en tout cas, sur ces 2 éléments-là, qu'est-ce qui se passe? C'est le but est de détecter tentative de fraude, compromission d'email et des alertes qui sont traitées par, du coup, l'équipe SOC dont Agathe, parlait juste avant. Globalement, en termes d'actions, ce qu'on a comme possibilité de faire, par exemple sur les mails, c'est de mettre un bandeau d'avertissement pour sensibiliser l'utilisateur, lui dire qu'il y a sûrement une fraude qui est en cours. Supprimer l'email également, voire même plutôt, j'utiliserais plutôt le terme mettre en quarantaine parce qu'on peut le supprimer, puis derrière le remettre. Et en parallèle, nous, notre but, c'est d'appeler directement les contacts informatiques qu'on a pour prévenir de la fraude. Est-ce qu'il y a une levée de doute à faire? Finalement, toutes les actions, pour éviter qu'il y ait un virement, qui soit créé, qui soit fait. De même, pour la compromission de boîte mail, c'est appeler, notre contact pour réinitialiser les mots de passe et éviter que le compte soit utilisé, derrière à des fins, de fraude ou comme j'ai dit, de phishing vers l'externe, vers vos clients, voilà. Donc c'est à la fois vraiment la détection en elle-même, mais aussi la délégation de toutes ces détections, de comment elles sont gérées et l'analyse. Finalement, vous recevez un appel sur ce qui est en train de se passer, mais vous n'êtes pas obligé constamment de rafraîchir, de regarder ce qui se passe. Heu, c'est directement le SOC de Stoic qui, en 24/7, va vous prévenir de ces éléments-là. Et en fait, du fait que ça renforce la sécurité de vos boîtes mail, c'est également et ça, Agathe vous en parlera bien mieux, un élément qui a des changements et des impacts sur votre prime et sur le contrat d'assurance. Oui, merci Théo. Je vais prendre la suite là-dessus. Je te laisse prendre la main dans le chat où les experts demandent la solution LLM sur laquelle s'appuie l'outil. Dernier point sur la solution Email Security. L'objectif, et c'est exactement ce que je vous ai dit en introduction, c'est que Stoic a vocation à avoir une approche 360 du risque cyber. C'est-à-dire qu'on entre en contact avec vous par l'intermédiaire de votre courtier en assurance pour vous assurer, c'est-à-dire indemniser vos pertes. On a vocation à toujours plus réduire le risque de notre portefeuille pour minimiser les cyberattaques qu'on va devoir indemniser. Mais de manière conséquente, si jamais effectivement vous réduisez votre risque, alors on va vouloir vous récompenser pour cette amélioration. Donc concrètement, aujourd'hui avec Email Security, avec la puissance de cet outil sur la fraude et malgré la fréquence qu'elle peut représenter et le dommage, chez Stoic, on est capable de multiplier par 4 actuellement la limite de couverture globale sur la garantie cyberfraude, donc jusqu'à 40% de la limite d'indemnisation, mais également d'être plus généreux sur la franchise. On supprime la franchise de la garantie cyberfraude et, point peut-être le plus important ici, la suppression des conditions tout-FA, que ce soit pour la cyberfraude, donc à savoir des paiements fraudulés, des changements de RIB frauduleux, mais également la RC virement fraudulé. Le cas où un de vos clients à vous, en tant qu'assuré, vous attaquerait parce qu'il a réalisé un mauvais virement. Donc concrètement, on essaye vraiment de corréler l'approche prévention-détection de Stoic aux garanties d'assurance afin qu'il y ait un juste reflet de votre niveau de risque sur votre couverture. À la suite de ça, ce que je vous propose, c'est de répondre à ce petit sondage qui va nous permettre de rebondir à la suite du webinaire, si jamais certains sont intéressés pour discuter de cette solution et pour voir à la suite de cette discussion, si jamais le contrat d'assurance est adaptable pour vous, c'est assez important. Voilà. Et j'en profite, parce que c'est une question qui a été posée dans le chat et je pense que c'est nécessaire d'en parler à l'oral. Email Security, ça a vraiment du coup la vocation anti-fraude, enfin détection de fraude, de compromission de boîte mail, bientôt de phishing également, parce que c'est des éléments qui portent atteinte à votre sécurité. Le phishing, on peut récupérer un compte et cetera. Je vais pas redétailler ce que j'ai déjà dit. Mais, c'est pas
anti-spam dans le sens où ça va pas vous éviter d'avoir, par exemple, des mails, de quelqu'un juste qui veut vous faire des mails commerciaux, par exemple. Nous, on est vraiment sur l'impact de sécurité en lui-même. Souvent, anti-spam, c'est un terme très générique, hein, où on a, des demandes commerciales, par exemple, incessantes, on a le phishing dedans. Nous, on va lutter vraiment contre le phishing parce qu'il a un impact sécurité. Les autres catégories du spam, on ne les traite pas on ne les traite pas avec, email security, pour clarifier, l'outil. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous propose d'arriver maintenant à la deuxième partie de cette présentation sur la partie ransomware. Donc, Théo le mentionnait, c'est la cyberattaque qui est non pas la plus fréquente, mais la plus intense. Quand elle arrive chez un assuré, elle peut aller du simple arrêt, si jamais l'attaque est vite déclarée, à une paralysie totale qui peut durer plusieurs semaines et impacter vraiment l'entreprise. Théo, je te laisse prendre la main dessus. Ouais, merci. Du coup, effectivement, le ransomware, donc pour bien que tout le monde l'ait en tête, hein, c'est l'attaquant qui rentre dans le système d'information et qui va, globalement tout chiffrer. Ou chiffrer tout ou une partie. Plus il a d'accès, plus il chiffrera. Dans la majorité également des cas de ransomware qu'on a, hem, le ransomware va chiffrer et également exfiltrer de la donnée. Notamment avec cette exfiltration de données, c'est comme ça que l'attaquant peut faire pression sur l'entreprise pour que l'entreprise paye, la rançon. Un peu comme pour la sécurité des emails, quelques chiffres. Tout d'abord, globalement, sur 2024, il y a 50 des signalements, qui sont effectués auprès de l'ANSSI qui proviennent de PME et ETI, et également collectivités locales en France. Là-dessus, ça montre à quel point, en fait, le ransomware est opportuniste dans la manière dont il attaque, heu, enfin, dont les groupes plutôt vont attaquer. Les groupes vont pas cibler une entreprise. Ils vont, par exemple, avoir une vulnérabilité qui vient de sortir. Ils l'exploitent massivement. Que vous soyez une industrie de 400 personnes, une petite entreprise de 5 personnes, et cetera. Il n'y a pas vraiment de règle. L'attaquant juste exploite sa vulnérabilité, rentre dans le système, le chiffre, sans vraiment savoir même presque où il est tombé. De manière générale aussi, on remarque, une intensité dans les ransomware, heu, au fil des années. Donc c'est une intensité qui est en augmentation. Intensité dans le sens où on a finalement besoin de plus en plus de jours hommes de travail d'experts, donc l'équipe de gestion de crise de Stoic, pour arriver à la fin des incidents, puisqu'ils ont chiffré de plus en plus d'éléments de manière différente, et cetera. Et également, c'est des attaques qui vont souvent très vite. Le temps est à environ moins de 12 heures, le temps nécessaire globalement pour passer de l'intrusion de l'attaquant à un ransomware qui va tout chiffrer et tout détruire. Enfin, et globalement tout détruire dans le sens où plus rien ne sera utilisable par l'entreprise. Donc voilà, il faut vraiment retenir que c'est des attaques là-dessus. Le maître mot, hein, c'est des attaques qui sont opportunistes. Tout le monde peut être touché par un ransomware et c'est des attaques qui vont très, très vite. Donc la nécessité de les bloquer également très rapidement. Aussi, au niveau des ransomware, on remarque qu'il n'y a pas, une égalité entre les entreprises, hein, et que finalement, heu, selon la maturité de l'entreprise, l'impact peut être très varié. Dans le sens où il y a vraiment des éléments qui vont permettre de lutter plus efficacement ou non contre un ransomware. Déjà, le premier point, et on insiste vraiment là-dessus, c'est avoir des sauvegardes et avoir des sauvegardes qui sont sécurisées, dans le sens vraiment immuables, hors ligne, donc pas des sauvegardes qu'un attaquant pourrait, chiffrer. Ça, c'est vraiment le premier point et c'est un facteur très déterminant. Mais également, hem, sur les ransomware, il y a la nécessité, comme je l'ai dit, c'est des attaques qui vont de plus en plus vite, donc la nécessité de les détecter rapidement. Heu, Par exemple, nous, sur notre portefeuille d'assurés qui ont le MDR, donc c'est un EDR qu'on va manager chez nos assurés. Aujourd'hui, on a à peu près 60 000 actifs sous surveillance, 20 000 alertes traitées du coup en 2025 et il n'y a pas eu un seul sinistre un seul ransomware sur ces assurés-là. De par la technologie, hein, qui est très bonne, mais également de par le management où on va réagir très vite pour que dès la première alerte, on puisse couper des éléments et le ransomware ne se propage pas. Donc ça vraiment, c'est face au ransomware, heu différentes postures, un impact un peu varié. Le point aussi, là-dessus, c'est important et là, c'est pour remettre un peu l'accent sur le CERT, c'est important que la crise soit bien gérée. Dans le sens où quand on rentre dans une crise, il y a à la fois la gérer, faire les actions, mais il y a aussi toute cette partie négociation avec les attaquants.
Nous, en tant que CERT Stoic, on va aider sur les 2 points sûrs. Vous aider dans la crise à remettre les systèmes en place et également gérer cette négociation. Cette négociation où parfois les attaquants vont vous dire: «Bon, finalement on n'est pas si mal, hein, on est quand même là aussi un peu pour vous aider, pour, vous dire comment on est rentré, si vous nous payez, on sera gentil, on reviendra plus». Voilà, parfois ils amènent un peu ce côté presque de méchant, de gentleman cambrioleur, et dans ces cas-là, la négociation est très importante puisqu'une négociation finalement mal gérée aura des conséquences, hein. Si l'attaquant devient énervé, il peut revenir et cetera. Donc une importance d'être armé face au ransomware et également d'être accompagné quand le ransomware arrive. Et finalement, on revient un peu aux 2 points, éviter que l'attaquant rentre et le détecter quand l'attaquant est rentré. Et là, je pense, Agathe, tu peux parler de comment on met un bon verrou sur notre porte, pour éviter que l'attaquant arrive. Parlons de serrurerie, en effet, c'est très important. Non, plus sérieusement, si on rebondit sur ce que Théo dit et sur la vision de Stoic pour justement commencer à prévenir les cyberattaques ransomware en 2026, toute cette prévention, elle va s'articuler autour de 3 outils inclus dans votre contrat d'assurance, donc vraiment la brique gratuite pour vous en tant qu'assuré, que sont le scan externe, le scan d'Active Directory et le scan de cloud. Je vais repartager mon écran sur Stoic Protect pour qu'on sache tous de quoi on parle. Le scan externe, tout d'abord, c'est honnêtement un des outils phares de Stoic parce que c'est un scan qui a été développé en interne et qui va vous permettre d'analyser les vulnérabilités techniques qui exposent votre infrastructure aux hackers. Concrètement, comment est-ce qu'on fait? On va partir de votre nom de domaine principal en termes de méthodologie. On va récupérer les sous-domaines avec les DNS, on va récupérer les adresses IP. Si je parle juste de la construction de ce scan d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est que si jamais on n'a pas tous les noms de domaine ou si jamais il y a des IP qui sont pas liés à des noms de domaine, le scan va être incomplet. Donc la première chose à faire pour bien configurer le scan, c'est de cartographier les ressources qui sont scannées en ajoutant les IP si besoin. Voilà, c'est dans l'onglet paramètres. Une fois qu'on a ça, un certain nombre de résultats vont être affichés avec un score agrégé. Et là, vous voyez qu'il y a des niveaux de criticité qui sont différents. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir focaliser votre action, vous en tant qu'assuré, sur la résolution. La résolution, on va vous laisser tout le temps en autonomie la gérer, donc c'est-à-dire que ces résultats sont tout le temps accessibles. Vous allez recevoir un résultat mensuel des vulnérabilités, vous pouvez faire ça dans les paramètres de votre compte, et avec un détail à chaque fois des vulnérabilités et comment la résoudre. Ce qui est important de comprendre, c'est que si la vulnérabilité est critique, donc là, vous voyez par exemple sur ce RDP exposé, notre SOC, celui dont je vous parlais, le Security Operations Center, qui est en charge de la vulnérabilité de nos assurés, le SOC va proactivement vous contacter. C'est la raison pour laquelle également, c'est important d'enregistrer dans les paramètres des utilisateurs un contact informatique chez nous. Et à ce moment-là, on va engager une discussion avec vous pour que rapidement, vous la résolviez. Je pense que l'analogie la plus simple à avoir en tête, c'est si jamais vous avez une voiture, il y a une alerte grêle, votre assurance météo vous envoie un SMS et vous dit attention, alerte grêle, rangez la voiture. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais ils ne payent pas le bris de glace, ça les arrange. Nous, chez Stoic, on va avoir la même dynamique. On va vous notifier proactivement en cas de vulnérabilité critique. Voilà sur la partie surface externe qui va lutter contre l'intrusion. Et ensuite, on va avoir l'Active Directory et le scan de cloud, qui vont être les 2 scans internes, et qui vont, là pour le coup, non pas permettre de lutter contre l'intrusion, mais contre le mouvement latéral, aussi appelé élévation des privilèges. Parce que le hacker, une fois qu'il est dans le système informatique, c'est bien, c'est comme si je rentrais dans le château fort, mais ce qui m'intéresse, c'est d'accéder au donjon. C'est là où il y a les informations les plus précieuses. Et plus votre château fort va être cloisonné, plus votre SI va être cloisonné, plus ça va être difficile d'y accéder. Et c'est ce qu'on va regarder avec les scans internes. Donc, le scan d'Active Directory, pour rappel, c'est un scan qui tourne sur l'outil Ping Castle. L'Active Directory est un outil Microsoft de gestion des utilisateurs qui va permettre, comme une sorte d'annuaire, de dire pour chaque collaborateur quels sont les droits qu'il a pour accéder au réseau et aux ressources de l'entreprise. Ce scan d'Active Directory, donc comme il marche par un script, il va falloir l'exécuter sur un AD en local.
Si jamais vous avez Entra ID, ça va être par le scan de cloud que vous pourrez l'exécuter. Le scan d'Active Directory va tourner, donner une note de 100 dans plusieurs catégories, des objets périmés, des relations d'approbation, des droits d'utilisateur, des anomalies. Voilà. Il tourne manuellement, donc si jamais vous avez effectué des correctifs, vous devez le refaire tourner pour mettre à jour les résultats. Enfin, deuxième scan interne qui va permettre d'analyser la configuration des éléments critiques et des accès au réseau, c'est évidemment le service cloud. Donc là, on va scanner les principaux fournisseurs du marché, AWS, GCP, Google Cloud Platform et Azure. Et l'objectif, de la même manière, ça va être de regarder les mauvaises configurations. Donc là, on parle d'infrastructures hébergées dans le cloud. Hein. On ne parle pas d'un OneDrive, d'un SharePoint ou d'un Google Drive. On parle de serveurs ou de machines virtuelles que vous paramétrez dans le cloud. On ne va pas refaire tout le modèle de déploiement là. Vous avez des guides dans notre centre d'aide en bas à gauche qui peuvent vous aider si jamais vous avez des questions, mais normalement, c'est fait de manière assez pédagogique. Là où je veux en venir, et pour finir sur cette partie brique de prévention, c'est que Stoic va vraiment vous inciter à corriger ces vulnérabilités et ces mauvaises configurations, que ce soit sur le scan externe pour l'intrusion ou que ce soit sur les scans internes pour le mouvement latéral. Voilà. Plus vous êtes rapide, plus vous êtes efficace et plus ce sera compliqué pour un attaquant d'incrémenter ses droits dans le système informatique. Ceci étant dit, comme disait Théo, c'est bien de prévenir, on peut faire le maximum. À un moment donné, si jamais la faille zéro n'existe pas, donc le hacker pourra sans doute dans tous les cas toujours rentrer. C'est la raison pour laquelle on va avoir un système de détection. Et Théo, je te laisse prendre la main sur cette partie de détection. Exactement. Hop, parfait, merci d'avoir remis les slides. Et donc, le mieux, finalement, pour parler de cette détection, c'est d'en parler avec un petit retour d'expérience. Un petit retour d'expérience d'un ransomware qui a paralysé en quelques heures une entreprise de 400 employés. Quand je dis quelques heures, on est autour des 9-10 heures, donc ça rentre vraiment dans les moins de 12 heures hein, que je précisais avant dans les chiffres. Globalement, c'est un groupe industriel français qui a été victime du coup d'une attaque par ransomware qui a chiffré l'intégralité des serveurs et une grosse partie des postes, empêchant du coup globalement la production, les expéditions, finalement, le fonctionnement de l'entreprise. Dans cette entreprise, il y a plusieurs leçons finalement qu'on peut tirer. C'est la première, que l'antivirus ne suffit plus. En fait, c'était un parc où il y avait une partie d'antivirus et une partie l'EDR. L'attaquant, ce qu'il a fait, c'est que la seule fois où il est arrivé sur une machine avec de l'EDR, il a été détecté. C'était en pleine nuit. Voilà, il y a eu la détection, mais derrière, il s'est plutôt mis sur les machines où il y avait l'antivirus. Là-dessus, il n'a pas été bloqué et il a pu propager son ransomware partout sur le parc. Pour ceux qui se posaient la question de pourquoi l'EDR n'a pas bloqué, c'est qu'en fait, pour les plus techniques, c'est globalement, il a ouvert des partages de fichiers sur chacune des machines et il a chiffré les machines depuis celles où il y avait l'antivirus. Donc la charge utile reste là où il y a l'antivirus. Et c'est très fréquemment effectué par les attaquants lorsqu'il y a des parcs avec un peu d'antivirus et un peu d'EDR. Donc déjà, voilà, on tire une leçon, c'est que le rappel ne va rien détecter et un groupe va très facilement l'esquiver. On en tire aussi l'autre leçon, c'est que du coup, avoir l'EDR sur, par exemple, ces serveurs les plus critiques, l'antivirus sur des serveurs un peu moins critiques, c'est pas non plus très utile, puisque du coup, l'attaquant peut se servir de ces serveurs moins utiles avec un simple antivirus et chiffrer tout le système. Donc voilà, ça c'est déjà sur la technologie en elle-même. Mais derrière, en fait, c'est une attaque qui s'est faite en pleine nuit. Et il n'y a pas eu de supervision des alertes, normal, puisque ce n'était pas dans le contrat de l'entreprise, hein, qu'il y avait juste les EDR. Et l'alerte EDR qui a eu lieu vers 5-6 heures n'a du coup pas été traitée, n'a pas fait suite à des actions de remédiation. Et c'est pour ça que nous, dans le MDR qu'on propose chez Stoic, c'est à la fois l'EDR, donc la technologie, la nécessité d'avoir une bonne technologie pour détecter, mais également d'avoir une équipe experte en 24/7, hein, avec que des analystes SOC qui sont en France, ou également par exemple en Allemagne pour nos marchés allemands, enfin bref, je dirais dans chacun des pays où on a des marchés, pour finalement effectuer des remédiations et des blocages immédiats. Pour que par exemple, dès la première alerte, on isole le serveur et j'ai envie de dire, au pire, il y aura un serveur de chiffré, mais pas tout le parc. Donc, vraiment, on limite
la propagation. Et là-dessus, on va utiliser 3 grands EDR, CrowdStrike, SentinelOne ou Microsoft Defender finalement, qui sont les 3 plus fiables, du marché, autant fiables dans dans leur capacité à détecter, capacité à pas se faire contourner. Donc voilà, et là on remarque et les 2 mots finalement qui sont mis en surbrillance dans le titre, c'est déjà pourquoi il faut un EDR et pourquoi l'antivirus ne suffit plus, mais surtout pourquoi, un EDR sans supervision, finalement, c'est pas si utile parce qu'il y a beaucoup d'attaques, hein, qui arrivent la nuit et qui font que, il y a une alerte qui n'est pas traitée, qui fait pas suite à des mesures. Et en fait, et ça, je laisserai la main à Agathe qui va vous en parler bien mieux que moi, mais globalement, quand on a un EDR, quand il est supervisé, on réduit aussi son risque d'avoir, heu, une attaque cyber. Et du coup, forcément, comme on réduit le risque cyber, on a quelque chose qui arrive en complément. Merci Théo pour ce teasing insoutenable. Non, mais dans la même logique que pour email security, plus on avance dans la détection des cyberattaques chez nos assurés, meilleur est le risque et plus généreuse doit être la couverture d'assurance. Toujours dans cette logique, du coup, Stoic a vocation à mieux indemniser le ransomware dès lors qu'un client est équipé de Stoic MDR. Donc concrètement, on divise par 2 la franchise sur la garantie perte d'exploitation. Donc souvent, c'est une franchise horaire, hein. Elle passe parfois de 24 heures à 12 heures, de 12 heures à 6 heures. Pourquoi c'est hyper important? Parce que l'efficacité de notre CERT va garantir une bonne reprise de l'activité. Autrement dit, plus vite notre CERT plus notre CERT sera efficace, plus l'activité reprendra normalement. Mais en attendant que l'activité reprenne, potentiellement, vous avez 6, 12, 24 heures de délai de carence. Voilà. Et donc, nous, on veut récompenser la posture de l'assuré là-dessus. Deuxièmement, la prime d'assurance baisse. Le MDR Stoic est un outil extrêmement puissant dont les résultats ont vraiment été avérés. C'est la raison pour laquelle on pense que la posture globale de l'assuré est tellement renforcée qu'on peut offrir jusqu'à moins 15% de réduction de prime sur la prime totale d'assurance. Voilà. Donc, encore une fois, le lien entre l'assurance, la prévention, la détection, on essaye de rendre tout ça cohérent chez Stoic. Ceci étant dit, je conclus avec cette dernière information. Du coup, comment est-ce que Stoic veut prévenir et indemniser les ransomware en 2026 ? Lutter contre l'intrusion dans le système d'information avec le scan externe, analyser l'élévation des privilèges avec la possibilité d'élévation des privilèges avec les scans internes, scans d'AD, scans de cloud, détecter l'intrusion dans le système informatique en temps réel avec le MDR et enfin agir avec le CERT en cas de demande de rançon qui aurait finalement lieu. Je vais vous poser un dernier petit sondage de la même manière. Est-ce que ouvrir une discussion avec Stoic sur l'offre MDR est quelque chose que vous souhaitez faire? On vous engage vivement, ne serait-ce que pour creuser le sujet, parce que l'EDR, c'est une solution qui est aujourd'hui incontournable dans les systèmes informatiques des entreprises. Donc, au-delà même de la souscription, c'est intéressant de se sensibiliser au sujet. Je pense que c'est... Tout le monde achetait des antivirus il y a 20 ans. Je pense que dans 20 ans, tout le monde sera équipé d'EDR. La question, c'est quand est-ce que les entreprises vont passer le pas, si on est très honnête. Je vois qu'il nous reste quelques minutes. J'aimerais bien conclure toute cette discussion autour d'un message principal qui est celui-ci, et c'est le message que je vous avais donné dans l'introduction, à savoir que la plupart des acteurs de la cybersécurité avec lesquels vous discutez, vous avez discuté, vous vendent de l'activité. Ils vont vous vendre des alertes, des softwares, des services que vous ne pouvez pas ou que vous ne souhaitez pas internaliser pour des raisons de budget, de coûts, de ressources humaines. Chez Stoic, on ne va pas vous vendre de l'activité, on va vous vendre des résultats. Et la différence est extrêmement importante et ce n'est pas du tout un discours marketing parce que chez Stoic, et c'est ce que je vous disais, notre modèle économique en dépend car on est un des plus grands assureurs cyber aujourd'hui en Europe. C'est ce qui fait à la fois notre différence et notre stratégie sur le marché. L'objectif, c'est vraiment de
aligner nos intérêts avec les autres. Donc concrètement, Stoic, nous, on ne va pas tirer de bénéfice, par exemple, du volume d'alerte qui va être généré par les solutions des services managés comme MDR et Email Security. On ne va pas gagner plus d'argent parce que notre SOC va traiter plus d'alertes. En revanche, Stoic, on va gagner lorsque vos pertes à vous diminuent et que vos sinistres deviennent plus rares. Et c'est vraiment ce que j'ai envie que vous reteniez de Stoic, c'est qu'on a vocation à construire cette entreprise comme un acteur de référence de l'assurance cyber, en concevant un modèle où chacun, et c'est ce que je vous disais, je vous le redis, chacun, vous assurez, nous Stoic, ne gagnons que lorsque c'est votre risque en tant qu'assuré qui baisse réellement. Voilà. Et en petit mot de la fin, donc, vous avez tous accès à la plateforme Stoic Protect. Si jamais vous n'avez pas accès, vous pouvez demander vos accès à protect@stoic.io, vous le savez. On a des outils intégrés, des services managés disponibles. On a la capacité aujourd'hui d'étendre cette approche à plusieurs centaines de milliers d'assurés, dont plusieurs milliers nous font déjà confiance et nous ont déjà transféré leurs risques. Il nous reste quelques questions. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions sur la souveraineté d'Email Security. Je vais revenir dessus parce que c'est un élément extrêmement important et on a vocation à sécuriser évidemment les données chez Stoic. Donc, pour que vous le sachiez, comment est-ce que Stoic traite les données ? Chez Stoic, on prend la confidentialité des données très au sérieux, non seulement parce que c'est une exigence de conformité, mais parce que c'est un élément central de la conception de nos produits. Donc, lorsque les données sont stockées, elles sont conservées dans des centres de données AWS en Europe. Et pour savoir qui a accès aux données qu'on va stocker, il faut que vous sachiez que les données sont cryptées pendant leur transfert et même lorsqu'elles sont stockées. Donc, typiquement, pour la solution Email Security, les emails sont traités à des fins d'analyse, mais le contenu de l'email n'est pas conservé dans nos bases de données, sauf s'ils sont signalés comme malveillants. Et ayez bien en tête aussi que Stoic applique des pratiques de sécurité interne extrêmement strictes. Alors, fin 2025, nous avons obtenu la certification ISO 27001. Pour ceux qui sont certifiés ISO 27001, vous savez que c'est une des certifications les plus compliquées à avoir. Donc, ça a été une discussion assez longue entre les auditeurs et Vincent Nguyen, le directeur de la cyber chez Stoic. Ce qui donc souligne notre engagement en faveur de la sécurité de l'information et de la confidentialité des données dès la conception et pas uniquement à titre exceptionnel. Alors, je lis rapidement les questions. Je vois qu'il y en a pas mal qui ont déjà été répondues, donc on partagera la présentation pour pouvoir y répondre. J'avais vu également une question, Théo, sur laquelle peut-être tu peux rebondir. Est-ce que la solution Email Security fait anti-spam ? Il est important de comprendre que non, c'est une différence de nature. Et peut-être, Théo, je te laisse souligner la raison pour laquelle Email Security ne fait pas anti-spam. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ce que j'expliquais avant, c'est qu'on se concentre vraiment sur ce qui peut avoir un impact sur la sécurité de l'assuré. Dans le sens, en fait, vraiment, faut se dire que le spam, c'est une vaste catégorie avec plein de types d'emails différents. Parmi toutes ces types d'emails, on a le phishing dans anti-spam. Prochainement, Email Security va lutter contre le phishing parce que ça a un impact contre la sécurité, pour la sécurité, pardon. Par contre, sur les autres catégories de spam, comme je l'avais précisé avant, du démarchage commercial, des éléments comme ça, on va pas lutter contre ça puisque ça n'a pas d'impact pour la sécurité de notre assuré, en fait. Donc nous, c'est vraiment en tant qu'assurance en cybersécurité, on fait des services qui ont vocation à être 100% axés sur la sécurité et pas sur libérer vos boîtes mail, j'ai envie de dire. À savoir que Microsoft et Google vont déjà bloquer beaucoup de spam d'eux-mêmes de manière native par ces messageries. C'est Merci. faire simple, ce point. Merci Annick qui doit nous quitter. Je prends une dernière question parce que ça va faire écho à la configuration de la plateforme Protect. Si jamais les outils ne sont pas pertinents pour vous, parce que pour le phishing, vous n'utilisez ni Google ni Microsoft, ou parce que vous n'avez pas de solution cloud ou pas d'Active Directory, vous pouvez cocher l'outil n'est pas pertinent. Voilà. Important, quand tous les outils sont configurés, tous les outils pertinents pour vous, vous avez accès également à 25% de réduction sur la franchise. Donc, c'est la dernière bonne nouvelle avant de quitter cet appel et de vous remercier pour votre participation et votre temps. Je vous invite à aller sur notre page LinkedIn. Nous venons d'annoncer la levée de notre série C de 20 millions d'euros. Donc, c'est aujourd'hui un grand jour pour Stoic. Stoic grandit. Merci beaucoup et très bonne journée. Au revoir.